En direct du Club Ciné de Canet. Alors, on change du tout au tout. Laurent me dira que non, puisque ils se sont rencontrés avec le camarade secrétaire et ça a été très courtois et très cordial. Laurent Gosse. Alors, Laurent Gosse, tu es une liste trop longue pour que je la prenne par cœur. Est-ce que tu peux te présenter ton état? Mon état, il est comme tout le monde. Je m'appelle Laurent Gosse, j'ai 49 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants. Et je suis originaire de Rivesaltes. Voilà. Donc tu es catalan, parce qu'il en existe encore. Tout à fait, de père, de mère, de grand-père, grand-mère des deux côtés. Et on parle el català, doncs. Si, parle catalan. Realment. L'antic bé, le parlement amène, mais l'antic bé. Donc, tu es chef d'entreprise. Ouais. Fais-moi la liste, comme je te dis tout à l'heure, il y en a trop là. Résume, il y a... Non, je suis hôtelier, Ouais. gestionnaire, propriétaire d'hôtel, en famille sur le département, pas loin d'ici, hein, en face, à Canet, à Perpignan, et après également en Espagne, au Portugal et à Toulouse. Très bien. Tu as un mandat aussi à Rivesaltes, tu es adjoint. Oui, j'ai été élu lors des dernières élections, adjoint au maire André Bascou à Rivesaltes. Ouais. Tu as eu des anciens mandats il y a longtemps, du temps où on appelait le RPR, ne s'appelait pas encore les Républicains. Oui, non, j'ai été membre, tout à fait, j'en suis membre du RPR et j'ai pris beaucoup de plaisir, c'était il y a longtemps. Hein. Oui, je sais, j'y C'était étais. je sais pas si c'est bon de le dire d'ailleurs, il doit y avoir plus de 25 ans. Et j'avais eu la chance de croiser Philippe Seguin, notamment. Ah, donc voilà, un homme selon mon cœur, un gaulliste Ouais. social. Et c'est vrai au jeune âge auquel je l'ai croisé, ça a, je pense, forgé un peu ma pensée, ma façon de voir les choses. Et j'y suis encore très attaché. J'ai pas trop changé. Alors, comment tu te qualifierais politiquement, justement? T'es pas à gauche? Pas exagéré. Non, moi je suis pas. Moi je fais un mandat. Alors, je n'ai plus d'étiquette depuis très longtemps. Euh, j'ai mes mandats où les divers présidents m'ont confié en partie l'économie et le développement économique du territoire. Et mon mandat, c'est le territoire des Pyrénées-Orientales, de l'agglomération, de la région au sens plus large, quand on peut faire des projets de dimension régionale. Et voilà, mon parti et mon mandat et ma couleur et ma vocation, c'est le territoire. Donc tu es resté gaulliste. C'est une qualification Un gaulliste catalan. C'est une Un qualification. gaulo-catalaniste. Ça, je sais pas. La première qualification, en tout cas, je ne peux qu'adhérer. Ça ne me dérange pas, au contraire. Bien, mon compagnon, nous allons donc continuer. On se dire, c'est comme ça qu'on s'appelait entre nous quand nous étions RPR. Tout à fait. Alors, je t'ai fait venir ici surtout pour deux choses. On va pas, on s'intéresse beaucoup au développement territorial. On a parlé de la mer la dernière fois parce que on trouvait que finalement ce département n'utilisait pas beaucoup ce potentiel. C'est sans doute vrai, comme c'est sans doute vrai que le département et les villes ont tourné le dos au fleuve aussi. Mais depuis 2014, on a développé la mairie de Perpignan, l'agglomération, François Calvet sur les berges. Qui a grandement porté le projet sur la tête, mais qui a été repris sur la Glie également. Et donc il y a une appropriation des fleuves et une appréhension différente également depuis plusieurs années. Arlette Franco notamment avait lancé ce mouvement sur le pôle nautique qui a été depuis relayé par les divers maires et sur lequel j'ai été ravi de pouvoir y participer. J'étais hier à Canet à la mise à l'eau du premier catamaran de Windello. On travaille très proche avec Catana également et l'ensemble du pôle nautique. Et c'est vrai que la mer devient, ce que ça aurait toujours dû être, un véritable atout du département. Alors, là, il y a deux trucs qui courent. Tu fais venir l'école 42. Je suis allé chercher l'école 42, ils sont en bonne voie pour arriver. Ouais. Alors, est-ce que tu peux nous présenter ce que c'est que l'école 42 et pourquoi c'est évident que ça doit venir ici? L'école 42, c'est une école
qui a été créé par Xavier Niel, qui s'adresse à un public... Donc Free Free. Qui s'adresse à un public sans formation, sans qualification, et qui permet au bout d'un cursus de 3 ans, sans professeur, d'avoir un diplôme École 42, donc pas reconnu, mais un diplôme qui ouvre les portes du marché du travail, et qui est demandé aujourd'hui sur le monde digital numérique, les codeurs. Quand on parle, et on a défendu avec la Chambre de commerce, la digitalisation de l'ensemble des commerces, des entreprises, etc., derrière la digitalisation, qui est aujourd'hui vendue par tout le monde, il faut des codeurs. Donc plus on voudra digitaliser, et c'est un sens de l'histoire, plus il faudra des codeurs. Donc voilà ce que fait l'école 42. Pourquoi elle doit venir ici ou pourquoi avoir eu l'ambition de la faire venir? Parce que je pense qu'on est un territoire sur lequel on doit avoir le meilleur. Est-ce qu'on n'a pas déjà une université? Est-ce qu'on n'a pas déjà une école au Soleil d'audiovisuel? Et on a Imérir aussi. Ah oui, Imérir. Oui, mais moi je pense que c'est une école de robotisation et de domotique, de robotisation. Ça va de pair aussi, c'est des extensions de l'école 42. C'est des extensions du codage et du numérique. Il n'y a pas concurrence, il y a complémentarité en fait. Moi je pense que l'entre départements, on ne peut pas d'un côté dire qu'on souffre de ne pas être vu, qu'on souffre du chômage et tout le monde en souffre. Et refuser et me dire que l'abondance de biens pourrait nous nuire. C'est antinomique. Si on veut progresser, si on veut se développer, il faut les meilleurs. Et je fais tout à fait confiance. Parce que je les connais. Il peut y avoir des doutes, je les entends. À Imérir, bien sûr. À l'IDEM, encore plus. À la faculté et aux autres formations pour grandir, se développer et prospérer aux côtés demain de l'école 42. On est dans un monde de concurrence. Moi, je trouve que c'est un atout de pouvoir accueillir demain l'école 42. Ils étaient destinés à aller ailleurs, sans doute à Montpellier. Le fait de les capter, malgré tout, ça veut dire qu'on est attractif. On a combien de trains, pas eu TGV, combien de trains nous sont passés sous le nez en allant s'installer, bien sûr, en allant s'installer ailleurs, à Montpellier, à Toulouse, à Gérone, à Barcelone, ailleurs. Et nous, on regardait. Et aujourd'hui, on arrive à capter ce qui était destiné à ailleurs. On ne va pas nous le reprocher. Non. Alors Maria, tu voulais poser une question. Monsieur Boss, vous avez parlé de l'école 42, on parle de la deuxième chance, la jeunesse. Mais est-ce que l'école 42 est ouverte pour les personnes de troisième âge? Alors, l'école 42 n'a pas de limitation. C'est une école. Son fondateur, c'est Free. Free, c'est la liberté. Donc, je pense qu'il a dû rebondir, bien entendu, sur l'ensemble de ses préceptes pour faire son école. Il n'y a pas d'âge et il n'y a pas de niveau scolaire. Après, je pense que l'intérêt de formation de l'école, c'est de pouvoir fournir derrière un boulot. Alors, bon, aujourd'hui, on peut bosser à tout âge. Il y a l'ambition de se restructurer, de se reformer. Je pense que c'est tout à fait dans l'air du temps aujourd'hui de se dire que dans les carrières professionnelles, c'est compliqué de pouvoir ambitionner de sa sortie d'école jusqu'à la retraite, de ne pas passer par des cases de formation, requalification et changement de branche. Donc oui, c'est ce que propose cette école et je pense que malheureusement, dans la crise que nous risquons de vivre dans les mois à venir, une fois qu'on sera sorti de la période Covid, de pouvoir proposer ce style de formation sur notre territoire, ça ne sera que plus pertinent. Après, vous avez dit qu'il n'y a pas de professeur à cette école. Alors, qui s'occupera de la formation des personnes troisième âge? Donc, ça veut dire les personnes âgées. Je ne sais pas comment c'est un phrase, mais les personnes âgées, je pense, ils ont besoin de plus d'attention, plus de patience. C'est pourquoi je pose cette question. Qui va s'occuper de leur formation? Alors, c'est peut-être... je vais avoir du mal, je ne vais sans doute pas être clair. Vous m'excuserez. Sur le modèle de cette école, comme dans d'autres, c'est que vous remplissez un formulaire sur Internet, vous mettez votre nom, votre prénom, votre adresse, etc. Et puis vous allez passer un test
un test, comme on en passe souvent, pour voir si vous avez les qualifications d'être retenu. Généralement, dans tout ce qui se fait, on va pas vous demander votre diplôme, votre âge, d'où vous venez, etc. On vous demande de remplir le test. Il y a 3-4 000 personnes qui, chaque fois qu'il y a une piscine, une présélection, on appelle ça la piscine, s'inscrivent et candidatent. Sur ça, on va étudier votre réactivité, la rapidité de vos réponses. Si vous avez, entre le moment où vous avez ouvert la page pour pouvoir consulter et la fin du questionnaire, si vous êtes allé voir sur Internet, ce qui peut être une bonne chose, si vous êtes vous renseigner par ailleurs, si vous avez mis le week-end pour répondre, si vous avez... Il y a tout un tas de tests. Hein. Et puis après, vous êtes sélectionné parmi les 300, 400, en fonction de la dimension de l'école. Et là, on vous invite à venir, à Perpignan, je l'espère, et vous avez un mois d'intense pratique du codage informatique avec toute une batterie de tests. Et là, sur les 400, quelques qui sont présélectionnés, on va en sortir 150. Donc, pour vous répondre à votre question, c'est dans les 150 sortira les meilleurs ou les mieux adaptés, parce que ce n'est pas uniquement une qualification sur la temps de réponse et la façon dont vous répondez. Le code, c'est de l'écriture. Donc, c'est de l'écriture informatique qui va permettre de faire les vidéos que vous faites en ce moment. Derrière la vidéo que vous faites, il y a du code. Et donc, la façon que vous avez d'écrire, c'est comme tout, moi je n'écris pas pareil que vous, je ne vais pas faire les ponctuations au même moment que vous, je ne vais pas avoir les mêmes phrases que vous, je ne vais pas employer les mêmes mots que vous. Et bien le code, c'est pareil. Et donc, il y a une analyse de la façon dont vous avez d'écrire le code. Et en fonction des préceptes et de la grille de lecture de l'école 42, ben vous êtes sélectionné. Voilà. Donc, quel impact tu supposes que ça aura sur le territoire? Il y a un impact image, il y a un impact emploi, il y a un impact filière. Ouais, je pense qu'il y a un impact d'image, ce que je disais tout à l'heure. Il y aura 50 villes dans le monde qui auront une école 42. De pouvoir ambitionner et d'être pas loin. Moi, je suis toujours très positif. Très positif au risque d'échouer. Je suis très positif parce que j'essaye à plusieurs. On est allé il y a 15 jours avec le maire de Perpignan, Louis Alliot, le président de l'agglomération, Robert Villa, et le vice-président de l'agglomération, Alain Ferrand. On s'est déplacé à Lyon. On a essayé aussi de bien comprendre toute cette mécanique, ce que ça allait apporter et ruisseler sur le territoire. Donc bien sûr, je suis très positif et je vais tout faire pour le faire. L'image, elle serait forte. L'image, on serait dans les 50 villes qui ont une école 42 dans le monde. Il y a une association sans doute qui se ferait de ces 50 villes qui vont rayonner des échanges possibles entre élèves, entre projets, entre étudiants. Ça ferait un rayonnement et une ouverture de Perpignan qui serait fantastique. On serait aux côtés de plein de capitales mondiales, de villes plus moyennes aussi comme nous, mais aussi de grandes capitales mondiales. Ça ferait une émulation au sein de la formation. Et sans doute un peu plus de concurrence. Et la concurrence, ben ça aiguise, ça éveille, ça motive. Et c'est toujours bon. On est dans ce monde-là. Vous avez reçu le premier secrétaire du Parti communiste. Mais moi, je pense beaucoup que la concurrence, c'est un moteur. C'est un moteur de l'esprit humain. Et puis après, on a fait, et aux côtés de Jean-Marc Pujol, lors du dernier mandat, on a grandement motivé cette partie digitale et numérique qui était... Tu as envoyé des gens à Las Vegas, tes joueurs, tu vas à Las Vegas. Oui, c'est pour ça. Parce qu'on te l'a reproché. Qu'est-ce qu'on va foutre à Las Vegas? Non. Donc, alors, pourquoi Las Vegas, du coup? On me l'a reproché la première année, et alors, comme on l'avait peut-être pas reproché assez, on y est retourné les années suivantes. Pourquoi quel est le retour sur l'investissement, au-delà de l'image? Le retour sur l'investissement, il est 3 points. On a eu des boîtes qui ont été accueillis dans le salon, qui ont exposé, qui ont vendu et qui ont créé de l'emploi derrière sur le département. Flipper, Basmi, Hello My Bot, j'en oublie. Les success stories qu'on a eus, elles sont toutes passées par Las Vegas. Ça leur a permis de faire voir la concurrence, de tester leurs produits, de l'améliorer, de trouver des financeurs, de trouver des clients.
Donc il faut remplacer Las Vegas, c'est le salon. Las Vegas, c'est le CES, le CES, Consommateur Electronic Show, Mhm. le plus grand salon mondial de l'innovation et des nouvelles technologies. Donc on y est à notre place, c'est pas juste pour aller jouer au casino, etc. Non, bien. moi je... Non, parce que de loin, c'est ce que les gens se sont demandé. Ouais, bien sûr, mais... Parce qu'on s'aime pas. Alors on se dit qu'est-ce qu'on va y foutre. Non, mais bien sûr, mais je pense que c'est pas politiquement correct d'amener une délégation parce qu'on est trop petit à Perpignan, parce qu'on a que des gens qui sont très moyens et que on a des entrepreneurs qui n'ont pas trop de niveau et que d'aller dans le premier salon mondial, on n'est pas à notre place. Ça, pourquoi pas? Moi, j'ai toujours pensé qu'on avait des gens super compétents, qu'on a eu Basmi qui a fini avec l'award de l'innovation qui est sorti d'un Startup Weekend aux côtés de l'IDEM et du pôle de TechnoSud qu'on avait initié il y a quelques années, qui a été financé par PIRI, Pyrénées-Roussillon Investissement, qui a été en pépinière de l'agglomération et qui, 18 mois après, reçoit un award de l'innovation au CES de Las Vegas, premier salon mondial. Quand on veut créer quelque chose, quand on veut motiver les jeunes, quand on veut avoir une ambition de visibilité, il faut aller vers le meilleur. Et puis après, on n'a pas amené que des startups. On a amené des boîtes qui sont dans l'économie réelle et concrète et qui se sont ouverts les yeux sur leur métier de demain, sur comment on fait. Et puis après, le dernier point, et il est très personnel, et que moi je suis élu, et que quand j'y suis allé, aux côtés de Bernard Faucade, d'Alain Ferrand aussi. Donc le président de la CCI, chambre de commerce et d'industrie. On a vu ce que c'était demain, on a vu l'engouement qu'il pouvait y avoir. On a rencontré l'ensemble des délégations françaises et étrangères. On a compris comment ils montaient leur filière digitale numérique, comment ils accompagnaient, quel effort il fallait faire, vers quoi il fallait aller, où c'est qu'on devait mettre l'accent. Et on a construit derrière tout ça. Et on a eu la labellisation French Tech. Et aujourd'hui, on a 80 boîtes qui sont dans cette association. On a 450 emplois. Dans le ratio des emplois, les MEP départements, les boîtes French Tech sont les premières. Et pourquoi on voudrait une école 42? C'est parce qu'on a fait ces 450, 500 emplois et que je pense qu'on mérite notre territoire et qu'on a la capacité d'en avoir 3-4 fois plus et que pour ça, il faut abonder encore plus en formation. Et il faut encore avoir plus de jeunes qui en sortent. Et il faut pouvoir être à même de les capter, de les fédérer ici. Et pourquoi on va les fédérer ici? Parce qu'on a une image aujourd'hui nationale. Demandez à Kate Berlogan. Quand elle fait à Las Vegas la rencontre des 5 French Tech qui bougent le plus au niveau français, Perpignan est à la table. Mais oui, non, mais ça c'est... Non, mais je suis content. Voilà. Et que moi je pense que pour être applaudi, peut-être qu'on saurait aller faire le salon, alors je ne vais pas dire la ville, parce que faire des ennemis dans notre ville, mais un salon moyen à 500 km de chez nous, qui fait un peu du tech et du numérique, on aurait dit, bon, mais c'est pas mal. Ouais, c'est sympa. C'est sympa, ils sont bien, ils ont fait un truc, bon, pas mal. Non, ça veut dire qu'on n'est pas fier de là où on vit. Quand on est fier de là où on vit, on veut le meilleur. L'école 42, comme le CES, comme le train digital qu'on a fait, entre Perpignan, Barcelone et Madrid. On essaye de faire des actions d'excellence qui permettent de faire rayonner et de faire voir que oui, on a une vraie envie, pas une envie moyenne. Le tiède, ça excite personne. Dieu les vomit. Oui, je ne l'ai pas dit. Oui, je suis d'accord. Mais voilà, peut-être que Las Vegas, alors c'est drôle, mais ça a été critiqué. Je connais un peu le système et je l'ai assumé sans aucun problème. En général, c'est pas mal. C'est plus de la jalousie qu'autre chose, bien quoi. Sûr. 90% tu les as pas invités, faut les comprendre aussi. Non, mais bien sûr. On en a invité certains qui n'ont pas fait grand-chose, ils n'ont pas revenu. On a essayé de sélectionner. Mais bon, c'est pas bien grave. Mais c'est-à-dire, c'est que il fallait aller, pour rattraper le retard, il fallait directement aller au plus important et au meilleur et au plus vite. C'était ça l'idée. Alors, oui, vas-y. Non, parce que j'avais une question logique, mais vas-y. En tant que chef d'entreprise, je suis ravi de voir votre dynamisme et de voir ce que va pouvoir apporter l'école 42. On voit dans mon domaine qui est l'audiovisuel, le cinéma, ce qu'a pu amener une école comme l'IDEM. Bien sûr. Donc bravo. Par contre, vous êtes élu de la République. J'entends beaucoup dans votre discours le mot concurrence.
qui est un mot Ouais. qui n'est pas un gros mot, Non. qui est très sain sous certains aspects. Mais on évoquait tout à l'heure l'université, par exemple, qui essaie de se diversifier, pas cette diversité. Pourquoi ne pas aller vers des complémentarités plutôt que d'être en concurrence? Parce que ce qu'on a l'impression, notamment sur ce territoire, c'est que souvent, il y a des chapelles qui essaient de se créer et qui restent dans leur coin. Et quand il faut créer des passerelles, c'est plus compliqué. Donc c'est une question que je pose. Ah non, mais moi, la volonté, enfin, l'université, il n'y a pas de problème, mais la volonté, c'est de pouvoir initier des projets, les faire vivre, et après que ces projets-là matchent avec toutes les entreprises du territoire. On a déjà fait rencontrer les gens de l'école 42 qui sont venus, sur le département qui sont venus voir, qui sont venus, c'est pas une installation simple. Ils ont rencontré divers acteurs, ils vont en rencontrer d'autres, mais leur but, enfin, après aussi, il faut quand même raisonner. On parle de 150 élèves par année. C'est pas un raz-de-marée sur la formation. On parle de l'université qui a 10 000 étudiants. Mais bien sûr qu'il y aura des rencontres, bien sûr qu'il y aura des complémentarités, et bien sûr et ça faisait partie des éléments de notre déplacement, bien sûr que partout où ils sont installés, les complémentarités se sont créées, plus ou moins difficilement, bien sûr, mais elles se sont créées avec le temps. Et ça, c'est positif. Et quand je parle de concurrence, elle n'est pas avec l'université, avec l'IDEM ou l'IMERIR, etc. On est entre nous, c'est la complémentarité à trouver. La concurrence, elle existe avec les autres territoires. Avec les autres territoires. C'est un monde capitaliste, c'est donc la guerre du tous contre tous. Non, C'est la mondialisation. Nicolas, aujourd'hui, tous les territoires veulent avancer. Tous les territoires ont des choses à prouver. Il y a la grande région a changé la donne. L'Europe et la construction européenne changent la donne. La dimension d'une ville, ça change la donne. Les constructions des agglomérations ont changé la donne. Tout ça, ça a grandement fait évoluer les choses. Et aujourd'hui, oui, on est en concurrence. Oui, si on n'agit pas, si on ne prend pas, quelqu'un d'autre le prendra. Il n'y a pas un projet sur lequel on n'est pas en concurrence. On a installé Computa Center il y a 2 ans à la gare du centre Del Monde à Perpignan. On était en concurrence avec Saint-Ville. Et on a gagné, on a perdu. Je vous parlais de Windello. Olivier Kaufmann vous le dira. On était en concurrence avec d'autres territoires. Et on a réussi. On en a perdu d'autres. On en perdra d'autres encore. Et j'espère qu'on continuera à en gagner. L'intéressant, je pense, c'est que, et vous pourrez me contredire, mais depuis plusieurs années, on avait l'habitude de les perdre, les gros dossiers. Les dossiers à 100, 150 emplois, on les perdait en cascade. On avait l'habitude. Et on était bien vus d'ailleurs. Du coup, si c'est une tradition, on ne pouvait pas juger. Donc non, mais on était dans la lignée. Et là, malgré tout, il y a un inversement de tendance. Ça fait combien de temps? Ça fait 5-6 ans. Comment ça s'est pas apparu en fait? Il y a eu des élections et ça aurait pu être des vrais sujets de débat. J'ai l'impression que ça. Mais parce que peut-être que les élections municipales, ce qui intéresse, c'est la sécurité, la propreté, que l'économie, d'ailleurs, c'est une compétence communautaire sur laquelle on siège avec l'ensemble des élus. Et c'est une compétence qui est moins sujet aujourd'hui à polémique. Non, mais même en dehors voilà. des élections. Mais après, moi, je ne sais pas. Je pense, je vous donne les faits, les miens. J'ai participé. Tu parles plus de rugby, enfin pas toi en l'occurrence, mais tu parles plus de rugby ici et de grillade que de ces choses que je savais moi, mais parce que bon. C'est pour ça qu'on m'a invité aujourd'hui, pour parler des choses qui Ouais, ne sont pas voilà. depuis la grillade, même si j'aime beaucoup. Bah oui, on peut pas faire que ça non plus. Et d'ailleurs, on va faire une grillade après. Mais en tout cas, moi, je vous donne mes faits. Je vous donne ma vérité. On peut la vérifier si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Mais des grosses installations, j'en ai pas en tête. C'est plutôt de l'espoir, surtout en ce moment, quoi. Je pense que c'est un territoire qui se mobilise et qui croit en lui. Et je pense que le grand avantage, c'est qu'on réussit des dossiers. On sait comment on a réussi. Et donc, on construit là-dessus. Et donc, il faut construire. Ce que tu es en train de nous dire, en fait, c'est qu'on est en train de rompre avec l'économie de la rente. C'est pas rien ce que tu nous racontes. Je le souhaite grandement. Moi, je sors d'une famille d'entrepreneurs, de transporteurs, de viticulteurs et d'hôteliers.
Et je pense que c'était une économie, surtout le transport, et le reste aussi, qu'on a généré. Et c'est vrai que la rente, le vin doux, les lotissements, le bord de mer et le solaire ont été des facilités liées au climat et au positionnement géographique. C'était la thèse d'Henri Solens. Oui, oui, oui. Mais bon, c'est que je partage. Hein, que je partage. Je pense que c'est un avantage. Oui. Et qu'il faut le garder. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. L'attractivité qu'on peut avoir, elle doit être de façon différente, elle doit être construite. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le numérique et le digital, ça fait partie des choses sur lesquelles on ne peut pas ambitionner d'avoir des industries polluantes. Il n'y en a plus. Ça se finit. Par contre, d'avoir des industries numériques et digitales, ça, on peut l'ambitionner. Et c'est pour ça qu'il faut avoir des marqueurs forts. Et c'est pour ça qu'on se bat. Et c'est pour ça que tout ça, ça se construit. Et je pense que le résultat, ça vient. Alors c'est sans doute, pour ceux qui en attendent ou pour les détracteurs, c'est trop long. Moi, je sors d'une famille, je vous l'ai dit, de gens de la terre, beaucoup. Et c'est vrai que peut-être c'est mon défaut. Moi, j'ai toujours pensé qu'il fallait labourer longtemps, qu'il fallait longtemps entretenir, longtemps arroser. Puis après, un jour, on récolte. Et je suis dans cette idée-là. Je ne crois pas au succès rapide. C'est Aznavour, ça. Oui, c'est ça. Mais je crois au travail et à garder un cap. Et c'est ce que je m'attache tant que je suis élu à faire. Alors, on parlait du meilleur pour le territoire. Je t'en ai parlé avant qu'on rentre. Moi, j'ai une marotte. Je me demande pourquoi on n'a pas un CHU ici. Toi, avoir des études de médecine comme au Moyen-Âge, parce qu'il y a eu... Est-ce que ça serait une utilité aussi pour le développement du territoire? Ah, bien entendu, quand on voit tout ce que... C'est tout ce que ça apporterait à l'hôpital et tout ce que ça apporterait de façon indue et indirecte au territoire. Bien entendu. Ça fait partie des recettes du passé qu'il serait bon de faire ressurgir rapidement, bien sûr. Puisqu'on a le président du principal syndicat des médecins de France, qui est un certain Jean-Paul Ortiz, que tu connais peut-être, il pourrait appuyer... Je sais que c'est dans les tuyaux, je sais que certaines instances politiques appuient. Et en tout cas, moi, à mon niveau, je trouve que j'ai toujours partagé que c'était une bonne idée. Le nouveau président de l'université, mais l'autre aussi, c'était dans ses tuyaux. Non, mais Louis Alliot aussi s'est positionné là-dessus. Là aussi, ça fait partie des idées où on ne peut pas être contre tout ce qui va apporter un plus en formation. Et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. La base, c'est la formation. L'acculturation, c'est la déchéance. La culture, l'éducation, la formation, c'est l'élévation. Voilà. Donc, plus on va pouvoir mettre de formation dans notre département et revenir à l'historique de notre département qui avait ces formations-là, eh bien, ça, ce sera que bénéfique. Alors, on parle de nouvelles technologies. Il se trouve qu'il y a un peu Covid en ce moment. Donc, on peut plus aller au spectacle. Enfin, nous, on s'organise nos trucs, mais bon, d'habitude, il y a un peu plus de monde derrière. Et on a des créateurs locaux de musique, etc. Est-ce que ces nouvelles technologies qu'on fabrique ici peuvent pas s'allier avec les créateurs de culture, hein, pour produire, qu'on ait une verticalité de la production et de la diffusion? Question. Ou tu crois pas à la culture locale? Ah non. Loin de moi cette idée. J'y crois beaucoup. Ça me défaussait. Moi, je suis d'une agglomération où la compétence culture n'y est pas. Et c'est la mairie de Perpignan et les autres collectivités territoriales qui l'ont. De pouvoir essayer de favoriser les partenariats, ça a déjà existé par le passé. Je pense que la période, comme je le dis, est pas la plus simple pour créer du lien, on le voit. Mais je pense que dès qu'on sortira dans quelques semaines, j'espère, de cette période compliquée, ça va se mettre en place. Il y a tout pour le faire, bien sûr. La richesse culturelle, elle y est, bien sûr. Il faut essayer de le faire. Ça a déjà été fait, il faut le continuer, c'est comme tout, il ne faut jamais arrêter. Alors là, on est entre Catalans.
L'idée, c'est... T'as été adopté, non, je vois Maria qui tique. L'idée, c'est comment faire des vraies relations transfrontalières. On en a parlé, on a une Casa de la Generalitat, mais bon, le catalan, parler la langue catalane, c'est pas flagrant. Et du coup, bon, bah, les échanges, ça fait des années que ça bouge pas. Voir une thèse excellente de Jordi Gomez à ce sujet. Je la lirai. Moi, je reviens à mon secteur, l'économie. Il y a un gros flux ou il y a un petit truc où on pourrait faire beaucoup mieux dans l'absolu, mais largement mieux, voir. Où on en est, du point de vue commercial. De faire largement mieux, Dieu merci, on peut toujours faire mieux. On a jeté les bases d'une collaboration, pareil, digital numérique. On est en partenariat avec Gérone, avec Barcelone, avec la French Tech de Barcelone, sur lequel l'IDEM est membre fondateur. Oui, parce qu'ils ont une école à Barcelone. Tout à fait, mais ils sont membres fondateurs, ce qui est un signe différent. On fait 2 événements hors période de Covid par an avec. On a des boîtes de Barcelone qui viennent s'installer à Perpignan. On a des boîtes de Perpignan qui sont déjà installées à Barcelone. Et Go My Boîte, notamment. C'est embryonnaire. C'est embryonnaire. Et quand je disais qu'il fallait toujours continuer à construire, là, il faut encore plus construire parce qu'on est éloigné. Et cette période de Covid, quand même, je le sais, a créé un vide entre les deux. Donc, il va falloir continuer et encore plus vite à retisser tout ça. Moi, je pense que l'échange transfrontalier, alors c'est pas la culture, c'est pas mon domaine, je trouve ça bien, ceux qui le font, ça nous c'était bien fait d'ailleurs. Mais je pense que l'économie, l'échange et l'excellence à Perpignan pourra attirer. Voilà. Et j'en reviens, c'est pas une marotte. Hein, mais bon. Non, mais tu as droit, hein, je veux dire. J'en reviens à l'école 42. Je suis persuadé que l'école 42, notamment, attirera, je prends les paris, 20% de jeunes du Sud qui viendront se former à Perpignan et peut-être demain y créer une boîte ou être salarié d'une boîte à Perpignan et que on le sait tous quand on a passé, moi j'ai fait ma formation à Toulouse à la fac de Toulouse, eh ben, c'est sûr qu'à Toulouse j'ai des amis, j'ai mis ça un peu chez moi et j'ai construit des affaires d'ailleurs et il me reste toujours quelque chose et je pense que si c'est des formations comme ça qui vont nous donner un clignotant, qui vont permettre d'attirer et de construire et de tisser ces liens le plus durable possible. Il n'y a pas que ça, mais ça en fait partie. Alors, quand je suis revenu au projet de l'école 42 à Perpignan, vous avez dit qu'au début, c'est prévu d'avoir 300, 400 candidats, mais il faut les trouver. C'est pourquoi ma question est de savoir comment pensez-vous assurer la couverture médiatique de ce projet? Alors, la couverture médiatique de ce projet, il n'est pas arrivé encore à Perpignan et vous m'invitez pour en parler. Donc, je compte sur vous. Donc je pense que ça, vous ne m'avez pas parlé de l'installation et pourtant, Dieu sait qu'on en fait de tous les jours à Technosud, à Torremilla, à Bel Air. On en fait tous les jours de l'installation et vous ne m'avez pas parlé, bizarrement, des boîtes qu'on installe, dont certaines, une grande partie sont fort intéressantes. Vous m'avez parlé de ça. Parce que ça a une résonance. Ça a une résonance. Parce que il n'y en aura pas sur la plus proche, ça sera Nice. Et que Nice, il y a eu 4 ou 5 000 demandes. Que ces 4 ou 5 000 demandes, bien entendu, n'ont pas été satisfaites. Que ça a une résonance, nous, on est transfrontaliers, avec 2 pays, hein, Espagne et l'Andorre. On a Toulouse qui ne l'aura pas, ce genre d'école, ni Montpellier, sinon on l'a. Donc forcément ça va attirer. Et puis on a affaire à un monde informatique sur lequel les réseaux sociaux sont monnaie courante. Et donc j'ai souvenir avec NTW, Nicolas Gus, qu'on avait fait une opération sur laquelle je me suis planté complètement au Palais des Congrès il y a 2 ans, je ne sais pas si vous avez suivi, sur lequel ils avaient fait la LAN, la catalane, sur lequel Nicolas m'avait vendu qu'il ferait venir 5 ou 6 000 jeunes. Et il m'avait dit ça en janvier.
Et c'était pour fin mars. Et je sais, alors, je sais pas si c'est bon pour moi de le dire, mais j'ai pas cru une seconde. Et j'ai suivi parce que je me suis dit, quand on a de l'énergie, de l'enthousiasme, qu'on est jeune, c'est toujours bien quand même d'être accompagné. Ils sont arrivés à 7000 pendant 4 semaines, 5 semaines. C'est Donc, énorme. bien sûr, c'était énorme. Mais moi, j'aurais mis. J'aurais pas. Oh, c'est sûr que j'aurais perdu. Mais j'aurais parié beaucoup que c'était infaisable et que s'ils arrivaient à 1000, j'aurais été ravi. 7000. Je pense qu'on a du mal à se connecter à. Peut-être à l'ensemble des forces de ces réseaux, de ces connexions, de ces enthousiasmes, de cette génération de 20, 30, 35 ans. Qui voient des choses différemment. Donc, j'ai aucun problème, et on en a parlé, bien sûr, de l'attractivité, mais j'ai vraiment, maintenant, à contrario d'il y a 2 ans, en ayant usité un peu plus tous ces moyens de communication, j'ai aucun problème sur l'attractivité et le nombre de personnes qui vont répondre favorablement. Alors, toi, traditionnellement, tu es dans l'hôtellerie. Et donc, l'hôtellerie, c'est lié à une activité qu'on appelle le tourisme. Ouais, c'est vrai. Non, j'aime bien. Non, Je suis dans la pédagogie, j'aime bien expliquer comme ça. Et l'idée, c'est Racine, l'homme qui avait créé le plan Racine est mort il y a 2 ans. Il avait déterminé par son plan Racine un tourisme de masse ici. Est-ce que toi, tu y es toujours, tu penses que le tourisme de masse pour nous, par rapport à la taille du territoire et sa variété, c'est valable? Ou faut-il travailler sur un tourisme de qualité supérieure, moins de gens, mais qui claquerait plus de blé? Non, mais la réponse est dans la question. Oui. Mais comment tu ferais? Est-ce que tu opères déjà sur le sujet, tu vois? Elle est dans la question. Oui, bien sûr. Après, il faut voir où c'est qu'on met le curseur, parce qu'il ne faut pas non plus rêver et faire rêver les professionnels que demain, on va avoir des yachts qui vont débarquer de tous les côtés sur notre côte. Oui, je pense qu'il faut le faire évoluer. Je pense que pour le faire évoluer, il y a une partie, moi je suis hôtelier, il y a une partie de structuration immobilière de la mission Racine qu'il faut grandement investir. Et quand on parle, à tort ou à raison, de plan Marshall pour l'économie du tourisme, ça en fait partie. Il faut restructurer. Oui, c'est pas refaire la même chose. Non. Il faut repenser le bord de mer. Et repenser l'accueil, et repenser l'attractivité, et repenser beaucoup de choses. Ça ne va pas se faire demain. Il faut que l'évolution, elle suive aussi la clientèle, elle suive aussi le pouvoir d'achat, elle suive aussi ce qu'on va sortir demain après le Covid. On l'a vu l'été dernier, un vrai retour des Français en France, avec moins de déperditions dans les destinations lointaines qui vont mettre quand même grandement du temps avant de récupérer leur attractivité, et même pour le pays limitrophe. Donc on a un potentiel. Après, à nous de le faire évoluer au même niveau que va évoluer la structuration, l'amélioration des structures de réception de ces touristes-là, bien sûr. Il faut le TGV, ça fait partie des choses structurantes. Ça nous aiderait grandement. L'aéroport, bien sûr, et je sais qu'ils y travaillent, et ça nous aiderait de façon Parce qu'il a été laissé à importante. l'abandon, cet aéroport, quasiment. On s'y est pas vraiment intéressé. Je me rappelle de M. Pujol qui dit l'aéroport, ça sert à pas grand-chose, il y a Gérone. L'aéroport. Depuis les parcs-mètres. Ouais. Non, mais c'est pas. Non, mais après l'aéroport, bien sûr, on a un aéroport. Formellement, nous avons un aéroport. Ouais. Et on a des lignes, bien sûr. Mais après, on a Montpellier, dans la région. Ex-Occitanie, Languedoc-Roussillon. On a Carcassonne, Perpignan, Béziers, Montpellier, Nîmes. Il faut une structuration. C'est en train d'être fait par la région. C'est long, parce qu'il faut pouvoir mettre des lignes en fonction de l'attractivité. Il y en a qui on aura plus d'anglais, plus de belges, plus d'allemands. Avoir l'audace d'aller chercher la clientèle polonaise, qui aujourd'hui est en Europe la clientèle sans doute qui monte le plus en capacité d'investissement, loisirs, et aller les chercher, peut-être les Russes également, et de voir. Voilà. Non, mais il faut innover aussi. C'est comme dans tout, il faut aller en chercher.
il faut rester sur le territoire européen, mais il faut avoir quelques typicités. Il faut on n'ait pas les mêmes lignes. Ça ne sert à rien d'avoir de l'Angleterre sur les 4 ou 5 aéroports, à mon avis, de la région. Il faut qu'il y en ait un qui ait plus d'Angleterre, un qui ait plus de Belgique, un qui ait plus d'Allemand. La spécialisation selon Ricardo. Pourquoi pas? Mais non, mais le TGV sur la quai internationale est un élément fondamental. Faire évoluer 100% de notre réceptif hôtelier, ça va prendre des années. Le TGV aussi. Il faut essayer de monter en gamme en même temps. Et il faut essayer de penser à ce que ça sera demain, de le construire aujourd'hui. Tout ça, c'est long. La montagne, c'est pareil. Moi, j'ai un exemple. On travaillait en famille avec des partenaires de Val Thorens. Et c'est vrai que ça m'a marqué. Alors, j'ai pas actualisé les données, mais à Val Thorens, il y avait 20 000 lits. Et aux Angles, il y avait 20 000 lits à peu près. Ça a dû évoluer depuis. Il y avait 19 800 lits normalisés à Val Thorens et 200 lits, je grossis le trait, le maire m'en voudra pas, 200 lits normalisés, le panoramique notamment, aux Angles. Ça fait qu'il y avait 19 800 lits commercialisables à Valto et 200 commercialisables indifféremment. Après, il y en a plein qui font de location, etc. Mais c'est pas, on ne peut pas y mettre des groupes, on ne peut pas y mettre les mêmes personnes, etc. Il y en a qui ont des petits appartements, d'autres des grands, d'autres avec la tapisserie bleue, l'autre verte, etc. C'est pas ce que les standards de réceptifs. Donc ça aussi, c'est des évolutions à faire. Et ça fait que sur la même capacité de station, il y a un potentiel de remontée qui est X fois supérieur à Val Thorens qu'aux Angles. Et donc une capacité de main d'investissement de la ville qui est X fois supérieure aux Alpes. C'est ça qu'il faut repenser aussi. C'est toute cette structuration. Alors, là, ça tombe bien parce que j'ai le point de basculement génial. Y aura-t-il la neige à Noël? Vieille question récurrente. Et y aura-t-il encore, pour que ça vaille la peine d'investir dans les stations de ski, suffisamment de neige rapport au réchauffement climatique? Ou il faut commencer à basculer autrement les stations pour faire du ski sur l'herbe? Ouais. Alors, moi, je ne suis pas climatologue. Ça fait des années qu'on nous dit qu'il n'y aura pas de neige. Moi, j'ai connu des années où j'étais tout jeune, il y avait très peu de neige. À Noël, il n'y en avait pas. Cette année, il y en avait. On ne pouvait pas skier. Il y a des années où il n'y avait pas de neige à Pâques. Je pense qu'a priori, c'est parti pour qu'il y en ait encore un peu, même si on ne peut pas skier cette année. Ça n'empêche pas qu'on peut avoir de la diversification. L'ensemble des villes de la Cerdagne et du Cap-Cyr se sont mis avec des patinoires, avec des balades, avec des skis de fond, avec des raquettes, avec tout un tas d'activités. Moi, je pense qu'il y aura de la neige dans les années à venir. Oui, il y en aura. Peut-être qu'il y a des années où il y en aura moins, et d'autres où il y en aura plus. Mais bon. Donc, d'accord. Alors, à mon avis. Non, mais c'est très bien. Je suis faible en météorologie. Alors, on reparle écologie. Donc, tu fais dans le transport et dans le tourisme. Est-ce que dans ta pratique du transport et du tourisme, tu te diriges dans une transition écotransport ou écotourisme? Dans la mienne personnelle? Oui, bah oui. Ah oui, on fait partie, moi je suis franchisé du groupe Accor et on est dans la transition écologique, dans le zéro plastique, dans la replantation des arbres, dans la valorisation des déchets, dans le photovoltaïque, dans les énergies renouvelables depuis bien longtemps. André Joffre d'ailleurs. Donc l'homme du solaire ici, pas le petit-fils du maréchal? Non, l'homme du solaire. A pratiqué et conseillé grandement le groupe Accor, et d'ailleurs ça m'a fait penser que je dois lui donner un renseignement aussi là, avant que j'oublie, mais il a grandement participé aussi à faire évoluer les choses pour le groupe Accor et pour d'autres. Oui, c'est un sujet qui est important. Il y a la partie économique qui est fondamentale. Oui, c'est des marchés aussi. Bien sûr. Il y a la partie image qu'il ne faut pas négliger. Un peu de greenwashing de temps en temps. Non, je plaisante, parce que greenwashing, c'est quand on fait semblant. Je sais. Non, mais
Et puis il y a la partie de nos clients qui la demandent. Et là, on ne peut pas les tromper non plus, parce que ceux qui demandent, ils sont de plus en plus nombreux. Et dans la partie de ceux qui demandent, ceux qui savent si c'est du greenwashing ou si c'est du vrai, ils sont de plus en plus nombreux aussi. Donc s'amuser à faire semblant, ça devient dangereux dans nos métiers. Plus de bambou en plastique, c'est Non. impossible, les gens se rendent compte. Mais non, bien sûr. Non, non, bien sûr, ça fait quelques années déjà, et on continue, parce qu'on a encore des progrès à faire, et encore ça évolue, mais c'est intéressant. Et on est là-dedans depuis longtemps, et on va continuer à y être. Et l'ensemble du secteur, même, moi je parle pour moi, mais l'ensemble du secteur en a pris conscience. Alors, on parle d'écologie, on va parler d'un truc pas écologique, absolument polémique. Amazon, alors Laurent, Amazon, il vient ou il vient pas? Ah, je sais pas, a priori. Je sais pas, il y a une volonté de venir, il y a eu des recours. On va voir rapidement. Toi, est-ce que tu es pour? Enfin, normalement, c'est toi qui a fait en sorte que, mais on sait jamais, tu peux avoir un doute. Non, mais Alors explique-nous J'ai pourquoi pas de c'est doute bien à les Amazon. connaître, Pourquoi c'est, moi qui suis un gauchiste, tu dois me convaincre, tu comprends que pour moi c'est des salopards. Bien sûr. Pourquoi c'est bien d'installer Amazon? Alors, moi sur la partie fiscale et sociale, c'est un sujet qui dépasse grandement le sujet d'un élu local. Mais je suis pour ceux qui sont contre. Je sais que pourquoi. Moi, il y avait un dossier qu'on a mené depuis un moment. On était en concours, comme dans beaucoup de choses, avec d'autres villes du Sud, sur l'accueil d'un entrepôt d'un kilomètre. Bon, on est bien placé pour les recevoir. Parce que en termes logistiques, en plus, l'espace, le contexte logistique est favorable. Le contexte logistique il est favorable et en plus il y a un intérêt parce que nous on fait de la logistique montante beaucoup, c'est un charme, et on fait seulement de la logistique descendante d'un kilomètre. Et donc je pense que c'est valorisant pour l'ensemble de la filière logistique d'avoir de la marchandise descendante. Donc il y avait un intérêt pour le territoire. Enfin, voilà, je pense qu'il ne faut pas s'arrêter, je suis pour ou je suis contre. Il y a un intérêt pour le territoire. On a depuis des années marchandise montante. On a faiblement de la marchandise descendante. Valoriser cette partie-là, ça va valoriser la filière. Faut pas être dans l'égoïsme pur de dire ça m'embête à moi. Donc il faut voir l'ensemble de la filière, ce que ça fait. Amazon, il y a 2 ans, beaucoup de gens qui étaient contre se battaient. Il y a un député qui fait des abeilles. Oui, Montebourg, on Voilà, ne peut pas le dénoncer. Arnaud Montebourg, très bien. Qui Député de l'Essonne, à cette époque. oui, non, mais qui s'était battu pour les accueillir et qui maintenant ils vendent debout contre eux. Mais c'est un professionnel. Moi, Voilà. Je suis pas. Moi, si je pense. Mais Amazon ne tue pas les abeilles, donc c'est peut-être pour ça qu'il a changé d'avis. Tout à fait. Non, mais moi, si on était pour il y a 2 ans, c'est pas parce qu'il y a le Covid et qu'il y a aujourd'hui une image qui peut être un peu plus négative qu'on va changer d'avis. Je fais pas les avis, on fait pas la structuration d'un territoire en fonction des sondages, de savoir si ça passe aux 20 heures et que c'est mal, ou que c'est ci, ou que c'est là. C'est une structuration du territoire sur du long terme. C'est une marque internationale. Alors, mais je suis pas fou, c'est une marque internationale qui aujourd'hui divise. Prévu le nombre de clients qu'il y a quand même de comptes ouverts sur le département, je ne vous dirai pas le chiffre. Ah. Il y a plein de confidentialité là-dedans, mais je ne voudrais pas le chiffre. Mais quand je vois certains élus qui sont contre, je me dis que si tous les comptes Amazon ne votent plus pour eux, on va avoir du changement majeur. Donc, après, c'est un atelier, un entrepôt du dernier kilomètre. Donc, c'est pas un magasin. Alors, des fois, il y en a qui me disent, mais tu fais un magasin. Moi, je fais rien déjà. Je sais pas. Même pas ton âge, alors pour dire. Non, mais c'est pas un magasin, c'est la réception du colis du dernier kilomètre. Donc, qu'il soit là ou ailleurs. Pareil. Mais on aura 100 emplois directs et 50 indirects. On aura la construction de l'entrepôt par les entreprises locales. Après, c'est pareil. Quand on me dit, mais c'est pas ça, si c'est pas eux, ça sera d'autres. Mais je suis d'accord. À 200%. Là où on l'a vendu, les terrains qu'on a vendus, c'est, je sais pas si tu vois où c'est aussi.
vous voyez où c'est. C'est l'espace entre les Méditerranée. Bon. Ça fait 20 ans que les terrains ils sont commercialisés. 20 ans. Donc on perd de l'argent puisqu'on n'en gagne pas. Voilà. Alors quand on me dit, mais quelqu'un d'autre le prendra demain, mais c'est top. C'est con qu'il n'ait pas pris avant. Ouais, 20 ans, ça fait beaucoup. Et donc, depuis qu'on s'en occupe à l'agglomération, on a finalisé entre les logistiques, la champignonnière Vialade, Amazon, s'il confirme, et les autres qu'on a installés, on a fini tout ça. Donc, je veux bien, quand on me dit non, mais c'est pas faux, on en a 10 sous la semelle. Bon. C'est bête qu'on ne les ait pas vus avant. Fallait pas qu'il marche dessus du pied gauche quand même. Tout à fait, voilà, mais ça aurait porté chance à certains. Donc voilà, moi peut-être que c'est là ou ailleurs, mais après tout, comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que chacun a son histoire. Moi je suis Rivesaltais, et à Rivesaltes, j'étais jeune, et j'avais sans doute déjà une appétence pour la chose publique, bien ou mal. Il y a eu le combat contre Euromarché, qui est devenu Carrefour. Oui, ça y est. C'est les années 80. Et donc les Rivesaltais, moi j'étais jeune, je le regardais dans la presse, avec mes grands-parents, etc., ce qui se passait. Et les commerçants rivesaltais ont chassé Euromarché du territoire rivesaltais. Ça avait été une grande victoire pour les commerçants. Et puis, Euromarché, il s'est installé à 10 mètres du territoire de Rivesaltes, à Cléra. Et donc, les habitants de Cléra, ils ont eu les emplois et ils ont eu les magasins dans la galerie marchande. Et nous, on avait gagné, parce qu'on l'avait mis dehors. Mais on a tout perdu. Alors, peut-être à tort ou à raison, peut-être que ça n'a rien à voir. Certains me disent, mais ça n'a rien à voir, le monde a changé, et ça n'a rien à voir. C'est pas... Peut-être, mais chacun a son histoire, chacun a sa... Moi j'ai la mienne, je la renie pas et je l'ai comme ça. Et c'est vrai que je me dis, quand on me dit, mais à Narbonne, ça serait... Bien sûr, on n'aurait pas les emplois. Oui, on n'aurait pas la marque, on n'aurait pas ce qui va venir autour. Parce que ça attire, malgré tout, c'est une majeure mondiale. Et on aura gagné. Certains même me disent, mais tu seras le premier à avoir refusé Amazon. J'ai pas cette ambition-là. J'ai pas cette ambition-là de chasser. Pour moi, ça veut rien dire. Pour moi, c'est pas respectueux pour notre territoire. Moi, j'ai tout à fait confiance, et j'ai déjà dit, envers les commerçants, les petits et les grands, de s'adapter, de se remettre en cause. Mais pour des handicapés, courir, c'est pas évident des fois. Non. On peut pas toujours s'adapter. Non, mais moi j'ai tout à fait confiance et je pense que les pouvoirs publics, l'agglomération qui a fait beaucoup pendant la période Covid, la chambre de commerce qui a été beaucoup aux côtés de tout le monde, on a fait du click and collect, on a été imaginatif, on a été réactif. Je le pense, je sors d'un métier aussi. Et c'est peut-être ça aussi qui m'incline à me dire qu'il faut tout prendre. Et il ne faut pas rejeter. Je sors d'un métier où on est concurrencé par Booking, par Airbnb. Alors Airbnb et Booking, ils n'ont pas d'hôtel, ils n'ont pas d'entrepôt et ils n'ont pas de personnel, ils ont que des machines. Et ils prennent X% de la marge. Ils sont à 30%, non? Ça dépend de qui. Mais c'est une grosse partie de la marge. Mais il n'y a pas d'entrepôt, il n'y a pas de bureau, il n'y a pas de personnel. Il n'y a pas de frais fixes. Il n'y a rien sur le territoire. On s'est remis en cause. On a changé, je ne sais pas si vous avez visité, on a changé les façons de faire, on a changé le prix, on a changé l'accueil, on a changé les chambres, on a relooké, on a remis de la vie, on a remis de la couleur, remis du contact, remis de la sympathie, remis de l'hospitalité. Et l'hôtellerie, en France aujourd'hui, regagne des points. Et regagne des marges. Hors Covid. Hein. Oui, non, parce que là... Covid, on ne peut pas compter. Non, mais regagne tout ça. Donc, on a su se remettre en cause. On a su lutter. Eh bien, on a su lutter quand on a eu Booking en face. Et je vous raconterai des anecdotes sur Booking. Moi, le premier, j'y croyais pas une seconde. Je pensais que ça serait un truc qui serait vraiment accessoire de l'accessoire. Et ça a fait un mal incroyable pendant des années. Eh bien, on s'est remis en cause et on a regagné des points.
Et pourquoi on ne serait pas capable? Moi, c'est comme le truc de Las Vegas, c'est comme l'école 42, etc. Je pense que où on a confiance dans notre territoire, dans les acteurs, dans leurs compétences, dans leurs capacités, et parce que c'est des bons entrepreneurs, et on peut le faire, où on pense qu'ils sont mauvais, qu'ils sont faibles, qu'ils sont pas bons, qu'ils sont peu cons même, et il vaut mieux pas les prendre. Mais alors là, j'ai une autre solution. J'ai une solution, mais ça n'a pas marché forcément, mais peut-être que nous on pourra la faire marcher. C'est le président des États-Unis, Trump. On fait un mur à Sals et on en fait un autre boulot. Et là, on coupe Internet. Et là, on est tranquille. Et on fera un passage à gué pour faire venir quelques touristes en fonction de la tête qu'ils auront. Et là, pourquoi pas? Ça peut marcher. Mais c'est pas le monde d'aujourd'hui. Quand on s'élève un peu, quand on prend un peu de hauteur, les frontières, on ne les voit pas. Si vous prenez un drone ou un petit avion et que vous survolez, vous ne savez pas quel côté vous êtes. Dans le monde, c'est comme ça aujourd'hui. Il faut prendre de la hauteur. Vous êtes, t'es libéral finalement. T'es gaulliste, mais là, ça y est, il n'y a pas de frontières. T'es libertarien là, carrément. Non, je suis européen. Le gaullisme, il a évolué. Je suis européen. Et je pense que la dimension aujourd'hui, le terrain de jeu aujourd'hui, c'est l'Europe. Oui, mais pas en l'état, puisque là finalement, l'Europe, c'est l'Europe de l'Allemagne. C'est l'Europe. L'Europe qui se construit tous les jours. Et l'Europe qui te retombera bien, parce que l'Europe, c'est un vieux pays, certains l'ont dit. Un vieux continent. Et malgré tout, on en a parlé tout à l'heure, des fois dans les vieux pots, on fait des bonnes recettes. Et des fois, en se basant sur les ressources du passé, en se basant sur les ressorts qu'ils ont construits, je pense qu'on pourra rebondir. Oui, oui, aujourd'hui, Amazon, dans son modèle en général, n'est pas bon. Elle n'est pas bon pour plein de choses, la partie logistique, la partie data, sur ce qui est, ce qui pourrait venir à Rivesaltes. On parlait de 10% de CDI, on va monter à 50%. Il y a des évolutions possibles. Il y a des gens qui comprennent aussi. Il y a des négociations à avoir. Il y a des retombées locales qu'on négocie. Je pense qu'il ne faut pas voir juste, ah, je suis pour, je suis contre. On n'est pas un buzzer. On ne joue pas avec la vie des gens sur un buzzer. Il y a des choses qui se négocient. Je pense que, là je suis peut-être plus gaulliste, mais la démocratie et peut-être, moi, ma façon de voir les choses, c'est pas de demander tous les matins aux habitants ce que je dois faire. Si j'ai été élu, si j'ai été nommé, c'est pour faire quelque chose. C'est parce que tu avais une vision. Non mais, qu'on ne la partage pas, je suis d'accord. Que je demande tous les matins ce que je dois faire, je ne le ferai jamais. Ça ne m'intéresse pas. Que je fasse des décisions en fonction du sondage ou de l'humeur du café de commerce, je ne le ferai pas non plus. Que je sois élu ou battu parce que ce que j'aurais fait n'ira pas vis-à-vis de la majorité à la fin du mandat, c'est la démocratie et c'est le choix de chacun. Et quand je dis qu'il faut respecter aussi, le jour où ça a été annoncé par un journal local, le lendemain matin, il y avait quand même 200 personnes qui demandaient pour aller bosser. Et c'était un jeudi, je crois. Et le lundi, il y en avait plus de 1000. Et alors après, on me dit, ouais, mais c'est des exploiteurs, c'est des machins, c'est des... Je juge pas. Je suis allé voir. Tu as été dans un autre entrepôt, ça? Oui, à Paris. J'ai pas trouvé des gens qui étaient... Il n'y a pas de fouille. Pas trouvé des gens qui étaient mécontents. Beaucoup m'ont dit que c'était une bonne école de formation, que ça permettait de passer 2 ans et d'aller voir ailleurs. En ce moment, ils font des pubs, tu as vu d'ailleurs Amazon. Oui. Non, mais ils ont compris aussi, mais ils ont évolué, tout le monde évolue. Ces boîtes-là, elles se sont créées il y a moins de 10 ans, elles vont évoluer, elles comprennent, c'est pas moi qui vais leur apprendre, elles comprennent beaucoup plus la sensibilité du monde que ce qu'on peut comprendre nous. Elles se sont créées grâce à la sensibilité du monde, donc elles vont le comprendre, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on me dit, c'est pas bon, c'est pas ci, c'est pas là, les 1000 personnes qui ont demandé, qui seraient contentes d'aller y travailler, parce qu'ils n'ont pas de boulot aujourd'hui. Alors quand on me dit, c'est pas bon pour eux, mais moi je ne choisis pas pour eux. S'ils veulent y aller travailler, toucher une feuille de salaire, et toucher un salaire, et de construire un avenir, eh bien ma foi, moi je suis pour. Je trouve qu'on n'a pas à juger ce genre de choses. C'est trop facile de pouvoir y cracher dessus
surtout quand on a un emploi et un salaire ou des revenus conséquents. C'est facile. C'est pas la vraie vie. Donc, voilà pourquoi je défends. Alors, une dernière question. Et J'ai deux questions, mais je vais vous porter un peu la contradiction. Moi aussi, je suis chef d'entreprise. J'entends tout ce que vous dites par rapport à Amazon, etc. Simplement, vous avez parlé de la création de CDI. Au départ, il devait y en avoir 10, il y en aura 50. C'est plutôt rassurant. Parce que s'il y a cet engagement, le CDI, ça s'inscrit dans le cadre du travail, ça veut dire qu'il y a des charges qui vont être payées, etc. Moi, quand j'embauche quelqu'un, et c'est le reproche que font... En CDD aussi. En CDD, il en faut, moi aussi j'en ai. Il faut aussi, les charges sont payées en CDD aussi. J'oscille sur mes 5 cinémas entre 20 et 30 employés, il y a des CDD l'été, etc. On est tout à fait d'accord. Quand il y a un contrat qui est signé, il y a un droit du travail, il y a des charges, etc. Moi, ce qui fait peur à beaucoup de commerçants, c'est qu'on a l'impression qu'il y a 2 poids, 2 mesures. C'est-à-dire que nous, on paye des taxes, on paye des impôts pour avoir des services publics, pour avoir des salariés, des futurs salariés qui sont en formation, etc. Bref, on participe à la contribution de la nation. Le reproche qu'on fait souvent aux GAFA, et là en l'occurrence à Amazon, c'est qu'ils ne payent pas leurs impôts ici. Alors c'est pas dans les Pyrénées-Orientales qu'on va changer les choses. Simplement, est-ce que vous avez, je vous demande pas de rentrer dans le détail qui est confidentiel, sans doute des choses que vous allez leur proposer pour qu'ils viennent simplement. Est-ce que c'est simplement un chèque en blanc? Parce que s'ils viennent ici, ça va amener tout ce que vous avez dit. Ou est-ce que, rassurez-nous, il y a des contreparties? Parce que pour les PME, vous parliez des 1000 personnes qui veulent avoir des emplois, ok, mais il y a aussi, vous savez, ce collectif. Il y a des collectifs assez politisés, et puis il y a des collectifs de commerçants qui disent on a peur, parce qu'on a l'impression qu'on n'est pas traité de la même façon. Qu'est-ce que vous auriez à nous répondre à ça? Non, alors, moi, d'avoir confiance, j'ai confiance dans le monde entrepreneurial du département. Qu'il y en ait certains qui aient peur, je le comprends. Et après, quand on est élu, c'est d'essayer de lever les doutes et d'avancer ensemble. Sur les chèques en blanc, non. J'ai jamais dit qu'il y avait des chèques en blanc. Vous n'avez jamais dit ça, c'est une question que je pose. J'ai jamais dit qu'il y avait des chèques en blanc. Je dis, non mais, et vous avez dit qu'il y a des clauses de confidentialité, vous savez ce que c'est dans les affaires, et vous savez ce que c'est dans la négociation, et vous savez ce que c'est dans le respect, et ce qu'il faut dire, alors je suis critiqué, mais j'assume, mais il faut respecter aussi, parce que quand on fait venir des grosses boîtes, elles et d'autres, ils se connaissent tous. Il ne faut pas se leurrer. Les patrons de ces grandes entreprises, ils se connaissent tous. S'ils ont affaire à des élus qui les installent et qui ne respectent rien, qui balancent dans la presse, qui font ci, qui font là, l'image, on est barré. S'ils ont des élus qui tiennent le cap, qui tiennent la route, qui font ce qu'ils disent, eh bien de suite on est estimé, de suite les autres s'ajoutent. Et remarquez-le, on en a fait quelques-unes des boîtes anglo-saxonnes. Et donc c'est peut-être un lien. Il faut quand même aussi voir un ensemble. Donc il n'y a pas de chèque en blanc. Il y a une négociation. Il y a des conditions. Il y a 95%, même sans doute plus, du bâtiment, s'il se fait, qui sera en construction locale. Et les fédérations du bâtiment et son président pourront vous tenir au courant, si vous l'invitez, de l'ensemble des démarches qu'ils ont eues auprès des constructeurs. Et ça a déjà été respecté. À voir à eux s'ils vont le construire ou pas ici. Voilà, ça, c'est pas moi qui vais décider. Les emplois, oui, bien sûr, une partie, au moins égalitaire, voire majoritaire de CDI. Des conditions de leur arrivée et des conditions d'abondement dans le tissu local, bien sûr. Et on en parlera en même temps que la confirmation de l'arrivée. Mais bien entendu que sur la table, on a mis beaucoup de choses. Et notamment, on a des idées qui ne sont pas rejetées, bien au contraire, sur la table, de faire participer les acteurs économiques à l'arrivée et aux conséquences et aux avantages de pouvoir les avoir dans notre département. Et qui est des acteurs économiques divers et variés, pas 50, une dizaine sans doute, qui puissent parler, négocier et voir les retombées qu'on peut avoir sur notre département. Je ne vais pas vous parler de chiffres, je ne vais pas vous parler de conditions, mais c'est dans les tuyaux, et c'est comme ça depuis la première discussion qu'on a eue avec ces personnes-là. Et ça a toujours été de façon très détendue, et oui, il y a une partie de confiance et une partie d'acquis, une partie qui n'est pas acquise. L'expérience fait que pour l'instant, la partie acquise, elle a été négociée et respectée en amont, et bien sûr que
vous savez, dans les affaires, il y a ce qu'on signe, il y a ce qu'on se dit, et il y a la confiance qu'on peut avoir les interlocuteurs. La confiance, elle se fait dans la relation, sur la durée qu'on peut avoir. Moi, j'ai une relation, pas le seul, une relation qui commence à s'inscrire dans la durée, dont la confiance augmente dans les paroles données, bien sûr. Une deuxième. Qui n'a rien à voir avec Amazon. C'est pour revenir, finalement, ça fera le lien, puisque Ouais. ça va être avant la conclusion. Au tout début de l'entretien, avant qu'on parle de l'école 42, etc., en tant qu'aménageur du territoire ou penseur du développement économique, vous avez évoqué tout à l'heure le regain d'intérêt pour la mer. Et donc là, j'arrive à cibler, mais vous avez parlé aussi du regain d'intérêt pour les fleuves. Or, on a 3 fleuves, mais dans l'image des gens, les fleuves, c'est des choses profondes, etc. Ici, C'est des filets d'eau, quoi. quelquefois, donc je voudrais savoir ce que vous entendez par cette nouvelle appropriation des fleuves dans le cadre d'un potentiel développement économique. Est-ce que c'est uniquement des voies, par exemple, cyclables à proximité parce que moi, j'ai du mal à me projeter sur du cabotage. Pourquoi pas donc, qu'est-ce que vous entendez par là, de façon à ce que je comprenne bien? Non, ce que j'entends par là, c'est que tout simplement, il y avait une défiance. Défiance dans le mot où on tournait le dos. Sur Perpignan, à la tête. Donc, la ville était divisée en deux parties, avec le Vernet et le centre-ville, et les deux se tournaient allègrement le dos. Moi, je suis, vous savez, de Rivesaltes. Vous savez, Rivesaltes, la rive haute, donc on était Rivesaltes, c'était au Moyen-Âge de l'autre côté. Et donc, on a tourné le dos à la Glie, parce que la Glie avait inondé. Et puis, il y a eu la Hygade de 40 qui avait inondé encore plus. Donc, il y avait une défiance de l'eau. Et aujourd'hui, l'initiative qui n'est pas que symbolique et qui est intéressante, c'est la réappropriation du fleuve. Alors, il y a les balades, il y a le côté pétonnier, il y a le côté à vélo, et il y a le côté sur lequel on va pouvoir utiliser le fleuve. On avait voté la GEMAPI au niveau de l'agglomération. La GEMAPI, c'est un abondement, un impôt payé par l'ensemble des habitants de l'agglomération pour pouvoir financer l'ensemble des bords de fleuves et l'ensemble des aménagements nécessaires à gérer les crues et à gérer la régulation des fleuves et de l'eau. Et donc, il y a ce travail. C'est la première fois où on s'intéresse aux fleuves. Et, pas de dévoiler le secret, mais toutes les communes qui sont traversées par, en tout cas ce qui me concerne, la Tête ou la Glie, tout le monde réfléchit à faire un lieu de vie sur le fleuve. Et donc, ce lieu de vie va avoir, d'abord c'est des balades, après ça sera sans doute des lieux plus festifs, et peut-être envisager aussi d'autres choses. Il y a déjà un lieu festif. Il y a l'Atlantis, club échangiste de l'autre côté de la Glie. Je veux dire, si c'est pas festif, excusez-moi. Oui. Je pensais pas à ça. Ah bon? Mais bon. Vous pensez un peu à ce qui a été fait sur la Glie, par exemple, De continuer en amont, ouais, de continuer en amont. Mais déjà, la démarche est intéressante. Parce qu'on a compris qu'on vivait autour d'un fleuve. Alors, on s'achemine vers la conclusion. C'est pour ça qu'on a entendu la musique de Dépêche Mode. Question of Time de Dépêche Mode. Moralité. Est-ce que tu crois qu'on va s'en sortir, on va relancer le département post-Covid dans combien de temps? Pronostic entre vaccins, envie, etc. De quoi? Le pronostic de quoi? De la sortie de... Ouais, de sortie. De pouvoir Est-ce que retourner au restaurant et retourner voilà. dans le verre et... Ouais, moi je suis capable que le mois d'avril, ça sera le mois du retour. Ouais. Ouais. T'as eu des échos de Paris, puisque malheureusement nous ne sommes que le bout de la comète. le maire de Prat qui part tout à l'heure à 17h. Ah oui, c'est vrai. Ouais, non, non, j'ai pas eu l'écho direct, mais je pense que... je sais pas s'il y a du bois quelque part. Oui, il y en a. La pandémie, à part dans certains endroits, Nice à Dunkerque, Ouais. recule un peu maîtrisé. Je pense que les vaccins arrivent, tant bien que mal, mais ils arrivent quand même. Les gens se font vacciner tous les jours. Les personnes à risque se font grandement vacciner, sans doute. Je ne sais pas, moi j'écoute comme tout le monde, je n'ai pas d'informations
particulière, mais fin mars, une grande partie des personnes à risque seront vaccinées. Il y a des médicaments, non? J'ai vu ce matin dans la presse que des médicaments arrivent. Donc oui, je pense que il va y avoir une sortie au mois d'avril. J'y compte beaucoup. J'essaye de faire la méthode Coué, comme beaucoup de choses. Je me le dis, je le crois. Après, qu'est-ce que ça va en sortir pour le département? Ouais. Est-ce que nous, on est prêt à ressurgir de nos tanières pour mettre la branlée et avoir un destin digne? Mais je pense que la partie hôtellerie-restauration, je t'avais Brice Sanac tout à l'heure, je pense qu'on a une équipe derrière Hervé Montoyo, une équipe qui est dynamique, qui en veut et qui prend des risques et qui a poussé les lignes et qui va continuer à les pousser. Donc je pense que cette partie-là, elle est prête. La saison va démarrer. On a Canet, Argelès et ailleurs, on a des saisonniers qui ont l'habitude de relancer tout ça. Et donc oui, je le pense. Je pense que l'attractivité, elle va y gagner. S'il y a un perdant, en dehors de nous tous, en dehors de l'économie en général, en dehors du moral de nous tous, s'il y a un perdant, c'est sans doute les grands ensembles, les grandes agglomérations. Parce que le confinement, les transports en commun, la vie en commun, dans ces grandes agglomérations, je pense que ça a été un peu plus l'enfer que chez nous. Donc finalement, s'il y a le un Grand perdant, Paris, il peut y avoir un gagnant. oui, c'est nous qui sommes à taille humaine. Il faut qu'on reste à taille humaine, il faut qu'on soit dynamique, il faut qu'on soit ouvert. Il faut qu'on soit ouvert. Quand on va quelque part, il faut qu'on ait envie d'y aller. On ne peut pas être... Tu fais pas la gueule quand tu ouvres la porte à l'hôtel, c'est ça? Non, j'ai pas l'habitude. J'accueille. Je pense que oui, nos territoires, qui en plus ont la chance, comme certains, mais pas beaucoup, d'avoir la mer, la montagne, des frontières... avec deux pays étrangers accueillants et dynamiques et sympathiques et connus, un prix de foncier qui est intéressant, une connectivité qui doit s'améliorer mais qui est déjà existante. Oui, on a tout un tas d'avantages à le construire. On a tout un tas d'avantages. Il faut y mettre de l'envie, il faut y croire, il ne faut pas avoir peur. La pandémie, ça a créé la peur de mourir, la peur d'attraper la maladie, la peur de tout. La peur, c'est la plus grande des faiblesses qu'on puisse avoir. Nous, on était petits. On a peur. Les questions que tu m'as posées, Las Vegas, l'école 42, ça, je les comprends, je les connais, ces questions. On n'a pas peur. Il faut... Les élus, ils ne doivent pas là être pour faire peur, pour dire... avec Amazon, de gauze, je l'entends, il va vous tuer. Je tue personne. J'ai confiance. Alors, c'est pas comme dans le film. J'ai confiance, malgré tout. Et dans l'avenir. Et dans ce territoire. Honnêtement, peut-être que c'est une connerie de ma part. Sans doute. M'engager en politique ou dans l'économie, si c'est pas pour essayer de faire bouger les lignes, si c'est pas pour essayer de faire des choses, si c'est pas parce que j'y crois, si c'est pas parce que je pense qu'on a un potentiel, je le ferai pas. Je le ferai pas parce que les titres de vice ou autres, ça m'intéresse pas spécialement. J'en vis pas. J'en vis pas du tout. J'en vis pas dans la gloriole. J'essaye d'avoir un peu d'humour sur moi-même, d'avoir un peu de recul. Donc, j'espère ne pas être pris un jour au jeu des titres, des prébendes et des honneurs. Je le fais. Alors, ça peut être con, ça peut être où on peut ne pas me croire. Je le fais parce qu'il y a un défi à relever. Je le fais parce qu'il y a une génération de jeunes chefs d'entreprise. Et c'est vrai que cette histoire de French Tech, de digital, m'en a fait rencontrer, m'en a fait lier d'amitié, m'en a fait connaître beaucoup, qui seront l'avenir du département. C'est pas ma génération, il y en a de très bons, il y a Javier d'Anjou, qui est un fer de lance, il y en a plein, pas tous les citer. Et il fait quoi ce garçon? Parce que moi, les Danjou que je connais, ils font du très bon vin. Oui, lui, il fait la conférence du tech, entre autres. D'accord. Il est très bon. Mais il y en a, mais je crois, et c'est ma génération, on a quasiment le même âge, mais c'est la mienne aussi. Oui. Mais la génération qui arrive,
elle est super bonne. Elle est super bonne. Purée, mais c'est Et super. donc, très égoïstement, pourquoi je suis là? Je pense que c'est parce que de participer à l'aventure du renouveau du département, et d'y avoir participé, ça mettra 20 ans, eh bien, ça me fera plaisir. Et d'avoir mis ma pierre à cet édifice-là, je pense que c'est valorisant, personnellement, intellectuellement, et d'avoir accompagné un mouvement qui va aller et qui va en surprendre beaucoup. Eh bien, ma foi, c'est mon contentement. Voilà. Laurent Goz, merci beaucoup. On se reverra dans des émissions de débat. Je sais pas, moi, si on m'invite, Il avait été surpris de ne pas débattre avec le camarade de secrétaire du Parti Ah, mais communiste. je pense qu'on aurait fait un bon débat. Mais ça aurait été drôle, mais c'était pas prévu. Merci beaucoup, Laurent. Merci à tous, merci.